Chacun et à chacune, puis merci d'être là aussi nombreux. Je voudrais qu'on commence par remercier Jean-Charles qui est à la technique et en même temps la mairie de Cholet qui a accepté de nous recevoir dans cette salle-là. Donc vraiment, merci. Moi je m'appelle Alain et je suis membre du comité du collectif Santé Mauges. Pour les personnes qui ne connaissent pas le collectif Santé Mauges, un tout petit mot que vous pourrez retrouver donc, sur la plaquette du collectif. Le collectif a été créé en décembre 2020 avec un groupe de soignants. Et puis au fur et à mesure des années, enfin effectivement, on s'était dit au départ, bon, il y en a pour 4 mois. Et ça fait 4 ans et demi qu'on est là, donc, et on continuera le temps que la vérité et la justice soient vraiment réalisées. Les objectifs du collectif, je vais résumer sur 3 mots. Le premier, c'est d'abord d'informer, c'était la raison pour laquelle on a créé le collectif. Et la deuxième, c'est réfléchir ensemble aussi. On est tout un comité aussi, au niveau du collectif, à réfléchir à tout ce qui se passe dans la société. Et donc aussi promouvoir effectivement des actions ou un certain état d'esprit, une certaine philosophie de vie aussi. Et puis le troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est vraiment le lien, nous relier les uns avec les autres dans une société qui a voulu nous diviser. Donc nous sommes les uns avec les autres et nous continuerons à développer ça, à alimenter ça. Alors vous n'êtes pas venu pour m'entendre, mais pour entendre Corinne Lalo. Donc Corinne est un grand reporter, journaliste, qui a travaillé pour TF1, pour TV5 Monde, pour FR3, et elle a mené vraiment des enquêtes aussi, des grands reportages sur Tchernobyl, ça dit quelque chose, sur le Mediator, sur aussi l'Evothyrox. Et puis elle a écrit des livres aussi, plusieurs livres, donc un qui s'appelle Le Livre Noir des médicaments, il y a une dizaine d'années à peu près, et puis se soigner aussi sans médicaments, voilà. Et puis donc là, ce dernier livre qui est le thème de la conférence de ce soir, les perturbateurs endocriniens, là où nous sommes vraiment tous concernés par ce sujet-là. Voilà, donc il y a aussi un autre livre dont on pourra reparler peut-être aussi à la fin, mais s'appelle « Fausse pandémie et vrai mensonge ». C'est un dernier livre qu'elle vient d'écrire et qui est absolument passionnant. Moi j'adore aussi la lecture des livres de Corinne Lalo parce qu'ils sont très bien écrits et en plus à chaque fin de chapitre il y a un petit résumé, il y a des petits schémas, donc c'est très facile aussi d'intégrer vraiment ce qu'elle veut nous faire passer comme message. Voilà, je vais souhaiter la bienvenue à Corinne, vous pouvez l'applaudir très fort. Merci au collectif Santé Mauges de m'avoir invité. Je suis très honorée et je suis très contente d'être là ce soir. Donc je vais commencer d'emblée. Donc voilà, il vient de vous dire, Alain. J'ai fait d'abord le livre noir du médicament sur tous les scandales de santé publique. Et principalement c'était le Mediator. Alors là j'ai détaillé toute l'affaire du Mediator. Et on était 2 auteurs. Et après on avait fait un chapitre qui s'appelait Tous les médiators au passé et à venir. Parce qu'il y avait énormément de scandales de santé publique qui avaient déjà eu lieu, qui s'étaient déjà produits, et j'en annonçais d'autres. Et on en annonçait d'autres. En particulier, on annonçait celui des opioïdes qui allait venir, et tant d'autres. Donc ça, et en même temps avec une histoire du médicament jusqu'à l'Antiquité. Après, j'ai fait le grand désordre mondial. Ensuite, se soigner sans médicaments de A à Z, à partir des données de Bontemps, de Michel Bontemps, qui était un naturopathe qui avait une émission à la radio. Et puis donc là, j'ai repris complètement le livre et je l'ai restructuré. Donc c'est des recettes naturelles qu'on appelle les recettes de grand-mère, qui sont très intéressantes. Mais en même temps, j'explique à chaque fois, essayer de trouver la cause des problèmes, la cause des maladies. Et là aussi, j'ai structuré de façon à savoir qu'est-ce qu'on donne, pourquoi on le donne et quelles sont les conséquences des produits chimiques qu'on donne dans chaque maladie. Et enfin, fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons, enquête. Alors là, c'est depuis tout ce qui s'est passé, depuis 2020.
et bien avant, parce qu'effectivement, je remonte à avant, et en particulier à la grippe H1N1 en 2009-2010, qui était une sorte de répétition, qui avait été dénoncée à l'époque par le Sénat français et par le Conseil de l'Europe pour l'OMS. Et le Conseil de l'Europe avait attaqué l'OMS en disant que l'OMS avait créé une fausse pandémie, qu'elle avait effrayé inutilement la population et qu'en plus de ça, elle était complètement perméable aux intérêts privés. Donc ça, c'était en 2009-2010. Et donc dans le dernier livre, je reprends cette histoire pour montrer comment justement on a recommencé tout le même scénario, mais en pire. Et donc là, pour ce soir, je suis sur le livre « Les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas ». C'est la version augmentée du premier qui était le grand désordre hormonal. Et donc là, j'ai enrichi avec d'autres aspects que je n'avais pas traités dans le premier, qui étaient par exemple les microplastiques et d'autres aspects. Donc ce soir, on va parler des perturbateurs endocriniens, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Ce sont justement les pollutions chimiques. Or, on nous a entretenu le cerveau depuis 5 ans avec des problèmes microbiens, entre guillemets, alors que les vrais problèmes de santé sont les problèmes de santé dus à la pollution chimique. Les cancers, en particulier. Donc, qu'est-ce que c'est que cette pollution chimique? À quoi elle est due et comment elle altère notre système hormonal? J'ai classé les 6 produits les plus toxiques pour le système hormonal. Je les ai appelés les 6 P, pour faire 6 familles. Donc, pour mieux retenir. Donc, on va partir de gauche là. D'abord, les pesticides. En dessous, les plastifiants, donc plastiques. Donc, les plastiques durs avec le bisphénol A et les plastiques mous avec les phtalates. On descend encore, vous avez les perfluorés. Les perfluorés, c'est PFAS, PFOS, il y en a qui disent PFOS, bon, peu importe, c'est des perfluorés. Et on les trouve dans les antiadhésifs et les imperméabilisants. Et on va voir où, en particulier dans la maison, on les trouve. Et donc, pourquoi perfluorés? Parce qu'il y a du fluor dedans. Mais pourquoi P? Parce que 6P, c'est P comme poison et P comme pétrole. Tous ces produits sont à base de pétrole. En gros, c'est du pétrole. Du pétrole travaillé. On remonte, on arrive à P comme polybromé. Donc les polybromés, c'est ce qu'on trouve comme retardateur de flamme. On les appelle retardateurs de flamme bromés. Pourquoi? Parce qu'il y a du brome. Voilà. Perfluoré, il y a du fluor. Polybromé, il y a du brome. Parabènes, alors là, ce sont des composants qui vont servir à la conservation des produits, donc principalement les cosmétiques et les médicaments. Et on arrive à P comme produits pharmaceutiques. Et dans ces produits pharmaceutiques, vous avez tous les médicaments qui sont des médicaments synthétiques, la plupart du temps à partir de pétrole. Ça, vous le savoir, ça vient du pétrole. Ce sont des produits qui ne sont pas des produits naturels, qui sont des produits synthétiques, fabriqués la plupart du temps avec du pétrole. Et dans ces P comme produits pharmaceutiques, on trouve aussi ce qu'on appelle donc les injections vaccinales, et dans lesquelles vous avez de nombreux composants qui varient selon le produit incriminé et qui peuvent avoir aussi des effets sur le système hormonal. Alors pourquoi on parle de la notion de homéostasie? C'est ça qui est important. L'homéostasie, c'est la façon ou le besoin de maintenir les conditions de la vie dans le milieu intérieur. Et le moyen, c'est une hormone qui va être sécrétée par une glande. Et le médecin qui a mis au point la notion d'homéostasie, donc c'est Claude Bernard, qui était un médecin génial, et qui, lui, a clouté cette notion d'homéostasie. Et le perturbateur hormonal ou endocrinien, ben, qu'est-ce que ça va être? Ça va être toute substance chimique qui va altérer l'équilibre naturel du corps, du fonctionnement du corps, donc de l'homéostasie. Donc vous allez avoir soit, normalement, l'homéostasie,
les plus et les moins sont équilibrés. Quand vous avez un déséquilibre, soit vous allez être en hyper, soit vous allez être en hypo. Donc vous avez 3 exemples qu'on peut donner, par exemple la tension, la glycémie et la température. Donc vous pourrez avoir de l'hypertension ou de l'hypotension, de l'hyperglycémie ou de l'hypoglycémie. Vous pourrez avoir beaucoup de température ou pas assez de température. Donc à ce moment-là, évidemment, vous ne serez pas en bon état. Donc voilà les 3 exemples hyper-hypo. Équilibre du sucre dans le sang, hyperglycémie, équilibre de la température du corps, hyperthermie versus hypothermie. Et donc là, l'hormone, c'est l'hormone thyroïdienne. Pour l'équilibre du sucre, évidemment, c'est l'insuline. En dessous, l'équilibre de la tension, ça va être hypertension versus hypotension. Et l'hormone, ça va être une angiotensine avec un récepteur ACE2 qui se trouve être la cible de la spike du coronavirus. Et voici les principales glandes. Les principales glandes. C'est juste un petit rappel là pour que si on parle des choses comme ça, ce sera plus clair dans l'esprit, ce serait un petit rafraîchissement. Donc les principales glandes, évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, mais on a la glande pinéale qui est en haut, l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre de l'organisme. Il donne ses instructions à l'hypophyse, qui est en quelque sorte son adjointe, et l'hypophyse va distribuer ses instructions dans les différentes glandes du corps qui vont ensuite produire aussi des hormones. Donc la thyroïde et parathyroïde, mais aussi les surrénales, donc qui sont au-dessus des reins, le pancréas et surtout les glandes qui vont produire les cellules qui vont au contraire, qui vont justement faire la reproduction, les ovaires et les testicules, qui sont particulièrement visés par les perturbateurs endocriniens. Alors, où est-ce qu'on les trouve? J'ai fait un petit peu le slalom H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Avant d'expliquer un peu comment ça se passe au niveau cellulaire, j'ai dit, bon, allez, d'habitude je termine par ça, mais là j'ai dit, bon, on va commencer, comme ça on aura une plus forte idée. Donc, les hormonotoxiques dans la chambre. Donc, si vous prenez une journée normale, on se lève le matin. Bon. Eh bien, est-ce que le matin, on se lève, on a 0 perturbateur endocrinien? Non, pas du tout. On a tous ceux qu'on a eu dans la nuit. Donc, dans la nuit, qu'est-ce qui a pu se passer? Donc, d'abord, si le sol est en PVC, il peut y avoir des phtalates qui se sont évaporés dans l'air. Donc, de préférence, pas de PVC. Je dis ça, comme ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a l'idéal, c'est d'essayer de limiter la charge toxique en perturbateurs endocriniens. Donc, c'est un petit peu ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que chacun puisse ensuite avoir une meilleure maîtrise de sa santé. C'est pas tellement pour vous plomber le moral, bien que quelquefois, après, on peut dire, attendez, là, on est ressorti, on est abattu, écoutez, non. L'idée, c'est que vous sachiez où il y en a, ensuite, vous réduisez la charge toxique. Voilà, c'est tout. Et puis après, chacun essaye de faire au mieux, sans obligation, sans stress non plus, mais ça devient après une seconde nature, comme quand vous traversez la rue, vous regardez à droite, à gauche, ou à gauche, à droite, mais en tout cas, vous faites attention, vous y faites même plus attention, en fait. Donc, les sols en PVC, les phtalates. Ensuite, on a passé la nuit dans le lit. Donc, dans le lit, il y a les couettes et les matelas. Dans les couettes, il y a souvent des anti-acariens. Donc, quand on voit anti-acariens dans une couette, ça veut dire qu'il y a des pesticides. Voilà. Anti-tache, ça veut dire qu'il y a des perfluorés. Et anti-feu, ça veut dire qu'il y a des polybromés. Donc, moi, personnellement, quand je vois anti quelque chose, gentil, achète. Voilà. Donc, les couettes, après moi je donne mon exemple, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, les couettes, si on veut absolument des couettes, eh ben, il faut les prendre sans ces produits-là. Et avant, tout le monde trouvait ça normal, et même c'était un argument de vente anti-acarien. Alors que maintenant, c'est un argument de vente qui n'est pas d'anti-acarien. Voilà. Et même, il
ils vous font payer plus cher quand ils n'en mettent pas. Voilà. Mais un truc qui est très bien, ça s'appelle des draps et des couvertures en laine. Franchement, moi j'y suis revenue. Je suis revenue aux draps et couvertures en laine. J'ai arrêté les couettes. Pas tellement à cause des perturbateurs endocriniens, parce qu'à l'intérieur aussi, il y a des produits chimiques, mais c'est aussi pour la régulation de la température dans la nuit. Je trouve que c'est plus agréable dans des draps en lin et des couvertures en laine, qui sont des matériaux plutôt nobles. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Les rideaux, attention les rideaux, anti-taches, les perfluorés, anti-feu, les polybromés, anti-insectes, les pesticides. Les vêtements, pareil, anti-mites et phtalates. Les prises anti-moustiques, si en été, pas de prise anti-moustique parce que qui dit prise anti-moustique dit pesticides. Donc vous allez respirer des molécules de pesticides. Donc les pesticides, c'est ce qu'il y a de pire. Les pesticides sont des biocides et comme leur nom l'indique, biocide signifie que c'est conçu pour tuer la vie, les cellules vivantes. Donc les pesticides à éviter, si on veut éviter les perturbateurs endocriniens, et tapis et moquettes avec des phtalates et des polybromés. Souvent, même les meubles sont traités anti-taches, anti-insectes, et tout ça, ce sont des produits chimiques. Alors, on se lève, si on a fait attention, on n'a pas tout ça. Si on n'a pas fait attention, on peut avoir des choses comme ça, mais c'est pas grave, petit à petit, on peut améliorer et alléger la charge toxique. Voilà. Pour les sols en PVC, par exemple, il y a eu une étude suédoise qui a montré que les familles qui avaient des chambres à coucher, les parents avaient des chambres à coucher en PVC, eh bien, il y avait plus de taux d'autisme chez les enfants. Donc, il y avait un lien entre PVC et autisme. Et donc, phtalate, puisque qui dit PVC dit phtalate. Et il y a plein d'études comme ça, avec les poussières de maison, qui ont en général les mêmes résultats. Donc, toutes ces études-là, j'en fais la synthèse dans le bouquin. Donc, là, de toute façon, je ne peux pas les détailler, mais c'est pareil. On va dans la salle de bain, on se lève, on va dans la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, on prend par exemple les toilettes, les blocs WC, les déodorisants, parfums, vous avez les produits chimiques, colorants, le chlorobenzène pour tout ce qui est dans les toilettes. Après, les shampoings, parabènes, phtalates, colorants, conservateurs. Les teintures capillaires avec colorants et conservateurs. Les lotions anti-poux pour les gosses, pour les enfants. Alors là, c'est carrément des pesticides. C'est toujours pas interdit. C'est toujours pas interdit. S'il y a des pharmaciens dans la salle, ils doivent le savoir. Et il y a des moyens, en revanche, pour s'attaquer au poux sans avoir des lotions capillaires avec des pesticides. Voilà. Donc, ça sert à rien pendant des années et des années qu'on continue à mettre des pesticides sur la tête des enfants, sachant qu'au bout de 5 minutes, les pesticides sont rentrés dans le sang et que les pesticides provoquent des leucémies, des cancers. Donc, il y a des études qui ont montré que les pesticides dans le sang provoquent des cancers chez les enfants. Or, on continue à mettre des pesticides dans les lotions anti-poux qui pénètrent en 5 minutes dans le sang des enfants. Donc, quand on est un parent, si on peut éviter de mettre ces lotions-là sur la tête des enfants, c'est quand même mieux. Donc ça, c'est pas stressant ce que je dis, c'est au contraire protecteur pour la santé. J'avais fait un reportage une fois, petite anecdote qui n'est pas très drôle, mais bon. J'avais fait un reportage une fois dans un hôpital parce que c'était une association qui parlait des leucémies des enfants. Et donc il y avait un jeune enfant, un jeune garçon qui était un peu la mascotte. Et donc, bon, moi j'avais tourné le reportage, donc je fais le reportage et je discute avec la maman juste avant qu'on voit le médecin qui s'occupait de son enfant, qui le soignait.
l'enfant, il avait une leucémie. Et donc, toute la campagne, c'était une campagne pour dire, voilà, que faire avec les enfants leucémiques. Et donc, je discute avec l'enfant et la maman avant de voir le médecin, et je dis, mais est-ce qu'on vous a déjà posé une fois la question de la cause de la leucémie? Ah, mais non. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question de savoir comment vous vivez chez vous? Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous utilisez des produits chimiques? Est-ce que vous utilisez des pesticides? Oh, mais non, on ne nous a jamais demandé, jamais. Je dis, mais est-ce que vous avez des pesticides dans votre maison? Oh, mais non, moi, je n'utilise pas de pesticides. Je dis, mais est-ce que vous avez des chiens, des chats? Ah oui, mon fils, il a un chien et tout. Et est-ce que vous lui mettez des produits anti-puces, à vos chiens? Ah ben oui, bien sûr, on lui met ces pipettes, là, les pipettes. Et je lui dis, vous savez ce qu'il y a dans les pipettes? C'est des pesticides. Voilà. Et donc, quand vous caressez, quand votre fils, il caresse le chien, il se prend des pesticides. Donc, l'enfant, il était traité, il était en chimio, mais personne ne lui avait dit, peut-être que les pipettes de pesticides avec le chien, ce serait pas génial. Personne. Je discute ensuite avec le chef de service qui s'occupait de l'enfant. Je lui dis, mais écoutez, vous lui avez demandé s'il utilise des produits avec des pesticides? Et le médecin me dit, mais non, mais de toute façon, il n'y a aucun lien. Ah, je dis, ah bon, mais vous savez qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études sur le lien entre les pesticides et les leucémies. Ah, mais non, envoyez-les-moi. Bah, évidemment, je lui ai envoyé, mais j'ai plus de nouvelles. Mais pour vous dire à quel point il y a un déni. Et pourtant, c'est simple, c'est pour éviter d'être malade. C'est pas pour stresser les gens, c'est pour au contraire qu'ils aient la connaissance pour ne pas rendre malades leurs enfants, tout bêtement. Et il n'y a pas que ça, là c'est un exemple. Alors ensuite, une fois qu'on est passé dans la salle de bain, on va dans la cuisine. Alors là, c'est le festival. Donc on part d'en haut, l'eau du robinet. Donc, résidus de pesticides et de médicaments. Et bon, il y a les eaux en bouteille, mais c'est pas mieux quelquefois. D'ailleurs, il y a un scandale pas plus tard que cette semaine, justement, sur les eaux en bouteille. Alors, le problème des eaux en bouteille, c'est que vous avez aussi des microplastiques, mais des microplastiques, on en a aussi dans l'eau du robinet. Alors, la solution, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. C'est quand même d'essayer d'avoir une filtration supplémentaire. Et là, il y a plein de moyens, donc je vous laisse regarder, il y a des entités qui s'en occupent. Moi, personnellement, j'ai mis des filtres directement sous l'évier avec des espèces de cartouches, vous voyez, et puis avec un petit robinet en plus. Donc j'ai 2 robinets, et puis il y a un robinet pour l'eau, et puis plus potable et que l'autre pour la vaisselle. Et voilà, donc ça limite un petit peu les dégâts. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc à gauche, les micro-ondes. Alors attention à la migration des plastiques dans les micro-ondes. Parce que quand vous chauffez un plat et que vous avez des microplastiques qui s'échappent, avec la chaleur, ça va au contraire libérer toutes les molécules chimiques. Alors, il y a moi, j'ai pas de micro-ondes, j'en ai jamais eu. Donc, parce que j'avais une amie dont le père avait participé à la conception des micro-ondes, et elle m'a dit que le père en question avait interdit à ses enfants de l'utiliser. Alors, j'ai dit, bah, alors, si le type qui a inventé le micro-ondes, j'en ai jamais eu, voilà. Alors, je suis pas allée vérifier après, hein, mais bon, en tout cas, elle m'a dit ça, moi, ça m'a servi d'exemple. J'ai dit, bon, bah, j'en ai pas besoin, et j'en ai jamais eu, voilà. Et puis on vit, hein, on survit. Alors, l'autre jour, j'étais dans un café où il y avait des micro-ondes, et puis il y avait un gosse qui était là, qui était... Bon. Et je le vois, il avait été prendre un plat au marché à côté. Je le vois prendre son plat tout fait, quoi, mais dans une barquette en plastique. Et je le vois mettre le plat dans la barquette en plastique dans le micro-ondes. Alors là, j'ai dit, attention. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Elle dit, oui, non, mais moi, j'aime pas qu'on m'explique les choses et j'aime pas qu'on me...
j'aime pas qu'on me réprimande. J'ai dit non, je vais pas te réprimander, mais je vais quand même t'expliquer quelque chose. Et il était très ouvert, le garçon, hein, il avait 13 ans, 13-14 ans. Et puis bon, bah, ça s'est terminé que, bon, finalement, on a parlé de l'ADN, on a parlé des phtalates, et puis il était très content parce qu'il avait appris quelque chose. Après, je sais pas s'il va le faire ou pas, hein, mais en tout cas, il a appris quelque chose. Donc, dans les poêles et les casseroles. Les poêles et les casseroles, c'est les anti-adhésifs. Donc, c'est les perfluorés. Donc, ça, il y a plein de scandales là-dessus. Je ne vais pas y revenir. Mais, donc, qu'est-ce qu'on fait? De préférence, des poêles en inox. Tout ce qui est matériel de cuisine, en inox. Et il faut savoir l'utiliser parce qu'il faut vraiment le chauffer. Si on ne chauffe pas, ça accroche. Donc, il faut vraiment le chauffer. Et puis on fait le test de la goutte d'eau, on met une goutte d'eau et puis on voit si ça saute, et si ça saute c'est que c'est bon, on peut... Mais ça c'est important. Moi j'ai éliminé toutes les poêles en téflon, parce que le téflon, il y a eu des scandales, il y a eu des films là-dessus, il y a un film qui est très bien qui s'appelle Dark Water, que je vous recommande, qui est très intéressant. Et donc, bon, pareil pour les air fryers, tout ça. C'est la mode, hein, tout ça. Sans huile, sans air fryer. Mais évidemment, pour pas que ça accroche, qu'est-ce qu'on met? Des perfluorés. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? On peut avoir un air fryer. Mais il y en a qui ont des cuves en inox. Donc, il vaut mieux en inox. Alors, ceux qui ont acheté le air fryer avec les perfluorés, je suis désolée pour eux, parce que ça coûte très cher. Mais c'est quand même des perfluorés. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vaisselle en plastique, on en a parlé. Les plastifiants, c'est des phtalates. Et il y a aussi des bisphénols. Bon. Les médicaments, il y a la petite plaque de pilule ou de ce qu'on veut. On va en parler tout à l'heure. C'est des dérivés du benzène. C'est directement perturbateur des hormones. Et en bas, j'ai mis le petit chat avec l'antipuce et les pipettes. Insecticides. Neurotoxiques. Donc quand vous caressez le chat et qu'il a eu sa pipette, c'est aussi neurotoxique pour vous. Et ça, les vétérinaires, franchement, ils s'en fichent complètement. Complètement. Après, le vapotage. Je l'ai mis là, le vapotage. Pourquoi? Parce que le vapotage, c'est la mode, mais c'est également très toxique pour les hormones. Et principalement, ce qui est toxique pour les hormones dans le vapotage, ce sont les parfums. Vous entendez les parfums? Parce que ce sont des molécules parfumées, chimiques, du pétrole, qui imitent évidemment des parfums naturels, mais qui n'en sont pas. Et comme il y a un mimétisme, on va le voir tout à l'heure, avec l'hormone naturelle, eh bien ça prend la place des hormones. Et donc ça, le vapotage avec les parfums, c'est pas bon pour les hormones, c'est pas bon pour les gonades. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a montré récemment, je l'ai mis dans le bouquin, qui a montré que des rats sur lesquels on avait mis du vapotage, enfin des molécules de parfum de vapotage, avaient les testicules qui rétrécissaient. Alors une fois, j'étais à Nantes d'ailleurs, à l'aéroport, puis je vois un beau garçon comme ça qui les vapotait. D'abord, je le sens, parce que les parfums, c'est horrible. Je le sens, puis je passe, je dis, oh là là. Je sens, je dis, j'en peux plus. Je le vois, je dis, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Faudra pas mal le prendre, hein. Mais, je vous préviens, ça rétrécit les testicules. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il a été très malin parce qu'il me dit, vous savez, j'ai de la marge. Donc voilà à quoi je m'expose. Bon, on a bien rigolé tous les deux. Ouais. Bon, alors, souligner les insecticides, voilà, les pesticides, les produits d'entretien, évidemment, cocktails dérivés du benzène. Et puis, alors, attention, les bouilloires, cafetière électrique, plastifiant, bisphénol. Donc, les bouilloires, il y a moyen d'avoir des bouilloires sans plastique. Donc, il faut choisir celle-là. Il y en a des très très bien qui sont sans plastique. Et donc, quelquefois, vous avez carrément le conduit qui amène l'eau bouillante qui est en plastique.
Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des molécules qui passent. Donc quand on a le choix, c'est vraiment dommage de ne pas choisir, de ne pas s'intoxiquer. Donc là, on va quitter la cuisine et on va faire un petit peu d'histoire. Comment on a pris conscience que les perturbateurs endocriniens étaient délétères pour la santé. C'est une biologiste marine qui s'appelait Rachel Carson et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Printemps silencieux en 1961 et qui est absolument remarquable et que je conseille à tout le monde, tellement il est agréable à lire et tellement il est encore d'actualité. Voilà. Et pourquoi elle a appelé ça le Printemps silencieux? Parce que quand vous aviez les avions qui épandaient leurs pesticides, eh bien, elle a fait une espèce d'allégorie, on voyait une espèce de neige blanche qui arrivait dans le paysage, dans les champs, dans les jardins, et au printemps, il n'y avait plus aucun chant d'oiseaux. Voilà. Et elle a écrit son Printemps silencieux, où elle disait, bah, tout ça, c'est les épandages de pesticides. Et donc, on voit que les pesticides, quand ils arrivent dans l'eau, ils sont concentrés à 0,02 parties par million dans l'eau, mais avec le plancton, ça passe à 0,2, avec le plancton qui passe dans les poissons, ça passe à 400, et des poissons qui sont ensuite attrapés par exemple, l'aigle à tête blanche, qui est l'emblème des États-Unis, là on arrive à 1500 parties par million, et là les aigles à tête blanche n'arrivent plus à se reproduire, et l'espèce est en voie de disparition. Voilà comment on arrive à une disparition d'espèces, non pas par une mort brutale, mais par une disparition par manque de reproduction. Et les œufs sont friables. Il y a moins d'œufs, ils sont friables. Et ça, c'est directement l'effet des pesticides. Et il y a des dizaines et des dizaines d'études qui le montrent. Mais en 1961, c'est elle qui, la première, l'a écrit, elle a dénoncé. C'était vraiment la première lanceuse d'alerte. Elle a été évidemment attaquée par les lobbies, qui ont traité de folle, hein. Mais en fait, son livre est maintenant étudié dans les écoles aux États-Unis. Il devrait l'être en France, d'ailleurs. Ce serait une bonne chose. Ce serait mieux que les espèces de bouquins qu'ils donnent aux gosses maintenant, ou avec des scènes pornographiques. Voilà. Bon. C'est pas le thème ce soir, mais il ferait mieux de leur faire lire Le Printemps silencieux. C'est pas le même genre. Oui, c'est pas pareil. Mais c'est une disparition du genre, justement. Ah oui. Et donc, pendant 30 ans, il y a d'autres chercheurs qui ont essayé de quantifier un peu les découvertes de Rachel Carson. Et ils en sont arrivés à faire une déclaration, à se réunir ensemble. Et en 1991, ils font une déclaration qui s'appelle la déclaration de Wingspread, où ils utilisent le mot perturbateur endocrinien. Et c'était la première fois que c'était utilisé, et c'est eux, dans cette déclaration de 91, qui ont instauré ce terme. Bon, c'est un peu abscon le mot endocrinien pour tout le monde, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire perturbateur hormonal, tout bêtement. Et donc, on s'aperçoit que c'est, et eux, c'est ce qu'ils disent, c'est toute la planète qui est touchée. C'est pas que les animaux. Évidemment, les oiseaux, les coquillages, les oiseaux, les poissons, les grands mammifères, marins ou terrestres, mais aussi les petits humains et les grands humains. Et ils disent dans leur déclaration, il serait illusoire de penser que si toute la planète est contaminée, les humains ne le sauront pas. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et ensuite, ils ont un petit peu, ils sont allés voir un petit peu partout. Et donc, voilà un petit peu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils ont vu d'abord chez les escargots de mer, après les huîtres, après les poissons, après les alligators, après les grenouilles et les ibis. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait chez les escargots de mer? Eh bien, les escargots de mer, les femelles, avaient une espèce d'imposexe, ils ont appelé ça imposexe, c'est-à-dire un sexe supplémentaire qui se fixait par-dessus le sexe femelle. Donc c'est un sexe qui s'impose, imposexe. Et en fait, c'était comme un pénis, et ça les rendait, les femelles, finalement non fécondes et stériles. Parce que ça bouchait les trompes, en fait, par lesquelles les œufs sortaient. Bon. Ça a été le premier phénomène qui a été observé, mais les chercheurs ne savaient pas pourquoi. Ensuite, on arrive
Dans les années 70, dans le bassin d'Arcachon, les huîtres deviennent anormales, elles sont un peu gaufrées, et on ne sait pas pourquoi. Donc là, on fait des recherches, et en fait, les chercheurs s'aperçoivent de quoi? Que plus on se rapproche des ports, et plus le phénomène est marqué. Donc ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les ports. Et ils se sont aperçus que c'était les peintures qu'on mettait sur les coques des bateaux, qui étaient des peintures anti-fouling, ou anti-salissure, qui étaient en fait conçues pour empêcher les coquillages de s'accrocher aux coques des bateaux. Sauf que, si ils tuent les coquillages, eh bien, effectivement, pour les empêcher de s'accrocher, ils vont tuer aussi les huîtres. Et c'est comme ça que les ostréiculteurs, dans les années 70 à Arcachon, disparaissaient les uns après les autres. Donc, quand ils se sont aperçus à l'Ifremer que c'était cette peinture-là qui était en cause, c'était une peinture au tributylétain, donc avec de l'étain, qui était toxique. Et ils l'ont interdite. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, la santé des huîtres est revenue. Et c'est toute la filière ostréicole qui a sauvé sa peau. Mais si vous lisez maintenant ce qu'il y a sur les sites internet du bassin d'Arcachon, vous croyez qu'ils vont vous parler de ça? Pas du tout. Ils vont vous dire que quelquefois, surtout dans les années 70, il y a eu des bactéries, des cyanobactéries peut-être, et que c'est ça qui avait provoqué des problèmes et que maintenant tout est fini. Sauf que ce n'était pas des cyanobactéries, c'était des produits chimiques. Ils vont vous dire aussi, ah oui, mais dans les années 70, la météo, c'était pas génial. Et puis il y avait eu une espèce de sécheresse, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 1976. Voilà. Et bien voilà, c'est peut-être ça qui avait tué les huîtres. Voilà. Alors ça, c'est le narratif, maintenant, comment il évolue. Il évolue qu'on préfère attaquer des bactéries que des produits chimiques. Et ça, j'en parle dans mon livre, le dernier, sur les fausses pandémies et les vrais mensonges, où j'explique, parce qu'à chaque fois je donne une leçon à tirer, et une des leçons principales à tirer, c'est que les humains accusent la nature de leurs propres maux. Donc, dès qu'ils vont faire une bêtise chimique, ils vont essayer de trouver un microbe, un virus, une bactérie, mais ils ne vont pas dire que c'est eux qui ont jeté du pétrole ou qui ont jeté une substance toxique dans la rivière. Voilà, ils vont essayer de trouver autre chose. Ou alors, s'ils ont besoin d'insuffler ou de forcer les gens à prendre un médicament ou une injection vaccinale, ils vont essayer de trouver, de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, peut-être un virus, voilà. Mais il y aura peut-être une autre raison. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier bouquin. Donc c'est pas le bouquin de ce soir, mais que j'encourage fortement à lire. Parce que ça se rejoint par certains aspects. Et donc, on s'est aperçu que dans les rivières, les poissons étaient féminisés. Donc, voilà les femelles normales. Elles ont une substance qui s'appelle la vitellogénine, pour nourrir les œufs. Bon, les mâles n'en ont pas. Et dans la Tamise, on s'est aperçu dans les années 70 que les mâles étaient féminisés et qu'eux-mêmes se mettaient à avoir de la vitellogénine. Ça voulait dire qu'ils étaient hormonalement modifiés, oui, et hormonalement altérés. Et évidemment, ils ne pouvaient pas se reproduire. Bon. Et donc, ça faisait un élément supplémentaire. Sauf que, justement, à Londres, ils se sont aperçus que le phénomène était encore plus marqué à l'extérieur des stations d'épuration, en aval. C'est que l'eau avait été mal filtrée. Et comme à Londres, ils réutilisent l'eau plusieurs fois après qu'elle ait été utilisée et que les humains soient allés ensuite dans les toilettes, plusieurs fois c'est retraité pour être redonné comme eau potable. Et on a l'habitude de dire à Londres que ça passe par plusieurs paires de reins avant que ça arrive dans les vôtres. Et donc, ça veut dire que si les mâles étaient féminisés, c'est évident que les humains aussi ne pouvaient pas y échapper. Et une autre étude a été faite en Californie, cette fois, par un chercheur qui s'appelle Tyrone Hayes,
Et lui, il s'est aperçu de quoi? Que il avait des groupes de grenouilles différentes, et il s'est aperçu que dans les groupes qui étaient contaminés, les mâles devenaient hermaphrodites, avec à la fois des testicules et des ovaires. Et évidemment, avaient du mal à se reproduire, évidemment, puisqu'ils ne pouvaient plus assurer. Bon. Et il y a un autre qui s'est aperçu, et il a vu que la cause était un herbicide qui s'appelle l'atrazine. L'atrazine a été interdite en France. Elle n'est pas encore interdite aux États-Unis, donc ils se plaignent aux États-Unis qu'il y ait des substances qui soient toujours autorisées là-bas alors qu'elles soient interdites en Europe. Bon, nous, on a échappé à l'atrazine, mais on en retrouve encore quelquefois dans les nappes phréatiques. Et on n'a pas échappé à d'autres herbicides qui ont d'autres molécules et qui, malheureusement, avec l'Agence nationale de la NSM, ils ont arrêté même de mesurer certaines molécules d'herbicides parce que finalement c'était trop gênant. Et même les principaux déchets d'herbicides, ils ont arrêté parce que c'était trop gênant. Pourtant, ils reconnaissaient eux-mêmes dans leur texte que c'était les plus toxiques et les plus dangereux. Ben là, ils ont arrêté de les mesurer. Comme ça, ça règle le problème. Et alors, de mieux en mieux, ça c'est en Floride, il y avait deux lacs, donc un lac avec une eau normale et un lac qui avait été pollué par un épandage de pesticides parce qu'il y avait une usine en amont du lac qui avait eu une fuite. Et ensuite, quand ils ont regardé les alligators, les mâles de ce lac avaient des micro-pénis. C'est-à-dire que la taille du pénis, elle n'avait pas sa taille normale. Et puis aussi, le taux de testostérone n'était plus le même. Donc là, ils avaient fait le lien entre les pesticides et la taille du pénis et la quantité de testostérone. Donc tout ça, ce sont des éléments qui s'accumulent pour former une espèce de tableau. Et en Floride, toujours, là vous avez une autre étude où c'est un chercheur qui a pris deux groupes d'ibis blancs. Et un groupe, il leur a donné de l'eau non contaminée, et un autre groupe, il leur a donné de l'eau légèrement contaminée au mercure, à des doses environnementales. Et il s'est aperçu de quoi? Que dans le groupe qui était contaminé, le taux de couple homosexuel avait augmenté énormément. Et les couples qui étaient restés hétérosexuels avaient moins d'œufs, donc moins de progéniture. Et cela suffisait à expliquer la disparition de l'espèce. Donc là, c'est un problème à partir du moment où les perturbateurs chimiques ont un effet qui fait que l'espèce elle-même est en disparition. Bon, y compris la modification de l'orientation sexuelle. Alors ça, c'est le plus délicat à expliquer. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi ce qu'on a appelé la contamination du distilbène chez les humains. Le distilbène, c'était un médicament qu'on donnait aux femmes enceintes pour pas qu'elles aient de fausses couches. Sauf que, au contraire, qu'est-ce qui se passait? Ça provoquait des maladies, mais sur 3 générations. Et donc, si on regarde la molécule, vous voyez, au-dessus, c'est l'hormone féminine, œstrogène. Et en dessous, vous avez le distilbène. Et les deux, finalement, peuvent être confondus par les récepteurs des hormones de l'organisme, de la femme. Et le distilbène prend la place de l'hormone féminine et provoque des malformations. C'est ce qui s'est passé avec le distilbène, qui a été interdit. Et donc, ça a été la première maladie programmée à l'âge fœtal. Ça, c'était la première fois qu'on avait mis en évidence ce problème. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une maladie qui est provoquée à l'âge fœtal, mais vous pouvez ne la développer qu'à l'âge adulte, ou même vous en apercevoir qu'à l'âge adulte. Et ça, c'est le premier phénomène qui a été mis en évidence. Et le stilbestrol, qui était cette molécule, était en fait la première hormone de synthèse féminine qui
qui avait été implantée en 1938. Parce que quand les femmes avaient des fausses couches, les médecins s'étaient dit, si elles ont des fausses couches, c'est qu'elles n'ont pas assez d'hormones féminines. Donc on va leur donner des hormones féminines synthétiques. Et ces hormones féminines synthétiques, c'était quoi? C'était le Distilbène, qui a provoqué sur 3 générations des cancers du sein, des enfants avec des malformations congénitales, des troubles de la différenciation sexuelle et du pseudo-hermaphrodisme, comme les grenouilles. Chez les filles, des malformations de l'utérus en forme de T, des cancers du vagin, et chez les garçons, des hypospadias, des cryptorchidis et des micropénis. Alors, micropénis, on l'a vu chez les alligators. Cryptorchidis, on va le voir maintenant, ça veut dire des testicules qui ne descendent pas. Et hypospadia, ça veut dire le méa urinaire qui n'est pas à la bonne place. Donc tout ça provoqué par quoi? Par le Distilbène, qui est une hormone de synthèse. Donc le lien de causalité, il est fait. Et actuellement, vous avez des filles et des garçons, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui souffrent de malformations à la 3e génération. On arrive à la 4e génération. Et ils sont, pareil, dans le déni total des autorités qui ne veulent pas reconnaître le dommage. Donc là, on a ce qu'on appelle le bisphénol A, qui est un des plastiques, le plastique dur, qui lui aussi d'ailleurs avait été mis au point au début comme hormone de synthèse féminine. Mais comme il y avait le Distilbène, le bisphénol a été utilisé à autre chose. Ils se sont aperçus que le bisphénol aidait à durcir le plastique. Et en plus, ça le rend transparent, donc ils se sont dit c'est très bien, ça fait du plastique transparent dur, donc on va faire des biberons. Sauf que si vous mettez le biberon dans le micro-ondes, ou même dans une casserole avec de l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Le bisphénol, c'est, vous voyez, une chaîne polycarbonate avec du bisphénol A intercalé avec du phosgène. Et avec la chaleur, le phosgène se dissout et le bisphénol est relargué. Donc tous les biberons qui étaient en bisphénol A, eh bien, le bisphénol relarguait dans le lait. Donc une hormone féminine. Donc il y a plein d'enfants qui ont grandi et qui ont bu ce lait dans des biberons avec des hormones féminines. Donc ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur le développement de l'enfant. Et si vous prenez une fille, eh ben, ça aura des conséquences sur ses ovaires, sur ses hormones à elle. Si vous prenez un garçon, vous l'aurez chargé en hormones féminines. Alors qu'il est, lui, normalement, s'il n'est pas contaminé, il va avoir ses hormones mâles. La testostérone en particulier. Donc, il y a une baisse de la testostérone générale, on va le voir tout à l'heure. Je ne dis pas ça, ça ne me réjouit pas du tout. Hein. Donc, le BPA, le bisphénol A, a été interdit dans les biberons. Donc, vous trouvez maintenant des biberons en plastique sans bisphénol A. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du bisphénol F ou S, qui sont pareils. Donc, les biberons, c'est très simple. Il ne faut pas de plastique, quel qu'il soit. Il faut du verre. Voilà. C'est voilà, du verre incassable. Ça aussi, c'est pas stressant de dire ça. C'est juste, faites attention, on prend du verre, c'est tout. Et là, c'est le mimétisme des molécules chimiques. Pourquoi est-ce que les molécules chimiques à base de pétrole vont se mettre à la place des hormones naturelles? Parce qu'il y a un air de famille. Pourquoi il y a un air de famille? Parce que, en fait, vous avez presque les mêmes structures des molécules, et en haut, vous avez l'hormone thyroïdienne naturelle, avec, vous voyez, les deux hexagones, là. Voilà, ce qu'on appelle des noyaux phényles, ou phénol, ou benzène, mais benzène, c'est quand ils sont tout seuls. Donc ça, c'est l'hormone thyroïdienne, en haut. Là, au milieu, vous avez le retardateur de flamme bromée, avec du brome. Vous voyez, BR, c'est du brome. Alors que l'hormone thyroïdienne, vous avez des petits I, vous avez 4 I, ça c'est l'iode. Eh bien, là, le retardateur de flamme bromée, il va mettre du brome à la place de l'iode. Et c'est là qu'il va se fixer dans la thyroïde.
Et le bisphénol A, lui aussi, il a ces deux anneaux, ces deux hexagones. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce mimétisme? Eh bien, vous voyez les cellules normales à gauche, vous avez l'hormone A et l'hormone B. Chacune va se fixer sur un récepteur qui lui correspond, parce qu'il aura la même forme. Mais si vous prenez un polluant hormonal, il va se mettre à la place de l'hormone sur le récepteur, parce qu'il ressemblera à l'hormone. Et il va donc la polluer et empêcher la cellule de faire son boulot. Et à droite, c'est pareil, sauf que c'est pour les hormones stéroïdes qui, elles, rentrent dans la cellule. Et là, pareil, le récepteur, il sera à l'intérieur du noyau. Et si vous avez le polluant hormonal au numéro 4 qui va arriver dans la cellule, il va se fixer sur le noyau et il va empêcher la cellule de faire son travail parce qu'elle n'aurait pas eu l'hormone naturelle. Donc la testostérone, la voilà. La testostérone, si vous regardez à gauche, avec une aromatase, elle est transformée en œstrogène. Et si vous regardez à droite, la testostérone à droite, ça c'est la forme de la testostérone. Avec l'aromatase, normalement, elle doit être transformée en œstrogène. Mais si vous avez l'atrazine, qui est l'herbicide dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les grenouilles qui les rend hermaphrodites, elle va se mettre à la place de l'aromatase. Et là, elle va bloquer le processus. Et elle va déséquilibrer l'équilibre hormonal, donc l'homéostasie hormonale. Et là, moi j'aime bien ce dessin-là parce que c'est le cholestérol. Vous voyez le cholestérol à gauche? Il faut arrêter de diaboliser le cholestérol comme on le fait en donnant des statines. Il faut arrêter. Il y a eu des bouquins qui ont expliqué que ça ne sert à rien. Il y a le professeur de Lord Joril qui a expliqué que toutes les études qui avaient été faites pour dézinguer le cholestérol étaient des études qui étaient financées en fait par les industriels, hein, et que ce qu'ils voulaient c'était justement promouvoir le sucre, donc ils attaquaient le gras. Bon. Donc le cholestérol il a cette forme, voyez. Et le cholestérol c'est le précurseur de la testostérone. Donc si vous attaquez le cholestérol, vous risquez aussi d'attaquer la testostérone. Et c'est pour ça que les hommes qui prennent des statines pour attaquer le cholestérol se retrouvent parfois avec des seins qui poussent. J'exagère pas. J'exagère pas, ils le savent très bien. Et donc, pourquoi des seins qui poussent? Parce que les statines vont se comporter comme des hormones femelles. Donc, les hommes qui prennent des statines reçoivent des hormones femelles qui peuvent aussi avoir des effets sur la prostate. Donc, le cholestérol donne naissance à la testostérone qui elle-même est transformée en œstrogène. Pour moi, c'était une découverte quand j'ai fait ces recherches-là, parce que d'abord, je ne savais pas que le cholestérol avait cette forme-là. Je ne savais pas que c'était lui qui servait en fait de base aux hormones sexuelles. Et je ne savais pas non plus que l'hormone sexuelle féminine était faite à partir de l'hormone sexuelle masculine. Donc ça, c'était une petite découverte aussi. Et la progestérone, qui est l'hormone plus de la grossesse, qui maintient la grossesse, elle est faite directement à partir du cholestérol. Donc, il faut arrêter de diaboliser le cholestérol. Et voilà. Vive la charcuterie et le maillot. Oui, voilà. Et donc, l'imprégnation des femmes enceintes, malheureusement, toutes les femmes enceintes, 100% des femmes enceintes, chez 100% des femmes enceintes, on retrouve des pesticides, des PCB, des retardateurs de flammes bromées, des bisphénols, des phtalates, des composés perfluorés. Et une étude en Californie a montré que des bébés avaient jusqu'à 200 molécules chimiques différentes dans le cordon ombilical. Donc il faut éviter aussi de polluer les femmes enceintes par quelques injections ou médicaments que ce soit. Exactement. Imprégnation du bébé, jusqu'à 200 molécules chimiques. Voilà, on ne va pas les détailler maintenant, on a une petite idée. Et là, ce qui se passe, c'est que si ces molécules chimiques
interviennent au moment de la grossesse, pendant la différenciation sexuelle de l'embryon, elles risquent de perturber la différenciation sexuelle de l'embryon. C'est à ce moment-là, bon, il y a 2 mois pendant lesquels le stade de l'embryon est indifférencié. Il est à la fois mâle et femelle, c'est pas encore décidé, mais selon en fait son patrimoine génétique, s'il a un gène masculin, XY, eh bien le Y va déclencher en fait la testostérone et les hormones anti-femelles. Et pareil pour les femelles, sauf que c'est moins bien étudié, mais les femmes, elles aussi, elles ont le même système. On connaît mieux celui des hommes. Les hommes ont des hormones anti-femelles. On n'a pas encore trouvé les hormones des femmes anti-mâles. Mais on n'est pas loin. Pourquoi les hormones anti-femelles? Parce que le petit mâle, qui est XY, il va en fait faire disparaître la double fonctionnalité, puisqu'il y a 2 canaux, on apprend ça au collège, un canal de Wolff et canal de Müller. Canal de Wolff, c'est les hommes, canal de Müller, c'est les femmes. Donc l'embryon mâle, il va éliminer le canal de Müller, qui est le canal des femmes, et le canal de Müller, qui est le canal des femmes, eux, ils vont éliminer le canal de Wolff. Bon. Mais si, à ce moment-là, ils avaient des perturbateurs chimiques hormonaux qui viennent s'intercaler avec l'action des hormones naturelles, vous allez perturber cette différenciation qui risque d'être plus compliquée. Et on s'aperçoit de quoi? Que donc les hormones qui sont activées par l'embryon masculin, le gène c'est le SRI, eh bien l'hormone anti-mullérienne, donc anti-canal de Müller, avec les phtalates, si vous avez des phtalates dans le ventre de la maman, eh bien si vous avez 50% avec des phtalates, eh bien vous allez avoir 50% de moins d'hormones anti-femelles pour un mâle. Ce qui n'est pas génial parce qu'il pourra moins repousser le côté femelle. Pareil pour la testostérone et pareil pour une autre hormone qui s'appelle insuline-like 3 qui contrôle la descente des testicules. Donc si la maman a des produits chimiques comme par exemple des phtalates, eh bien ça va baisser l'hormone insuline-like 3. Et pareil pour les 40% de constitution de cellules germinales, c'est-à-dire les cellules germinales qui constituent les futurs spermatozoïdes, peuvent être baissées de 40% à cause de la pollution des perturbateurs endocriniens dans le ventre de la mère. Pareil, si vous avez des médicaments, si la mère prend des médicaments, on a vu, il y a une étude avec des médicaments qui s'appelle le phénobarbital, qui est en fait un médicament qu'on donnait aux femmes contre les épilepsies et les problèmes psy. Eh bien, il y a une étude hollandaise qui a montré que les femmes, les mères qui prenaient du phénobarbital, dans la descendance, le taux de transsexualisme était multiplié par 200. Donc c'est pas rien. Le médicament d'Istilben qu'on a vu tout à l'heure est antiépileptique, favorise les malformations congénitales, donc y compris la formation des organes sexuels, et le paracétamol participe fortement à la féminisation des fœtus mâles. Donc là, il y a plusieurs études, j'en ai parlé souvent, et donc il y a une augmentation des nourrissons intersexes et une modification de l'orientation sexuelle. Je ne dis pas que c'est tout le monde, tous les bébés, tout, non, mais c'est un lien de causalité qui est établi. Donc, s'il y a plus de produits chimiques dans l'environnement, dans le ventre des mamans, est-ce que c'est étonnant qu'il y ait plus de nourrissons intersexes? Personnellement, je ne crois pas que ce soit étonnant. Et est-ce que c'est étonnant s'il y a une modification après de l'orientation sexuelle? Non, c'est pas étonnant. Parce que l'activité sexuelle est dirigée par les hormones.
Il y en a qui le savent pas ou qui veulent pas le savoir. Une fois, il y a un fact-checker qui m'a... Je ne vais pas le mettre ça comme ça, mais il y a un fact-checker qui m'a appelé et qui voulait attaquer un confrère qui avait lu mon livre et qui l'avait très bien résumé. Il me dit, mais oui, il a mal compris, ce qu'il explique, ça va pas. Alors j'ai dit, bah, écoutez, est-ce que selon vous, les hormones agissent sur l'activité sexuelle? Ah, mais je sais pas. Ah, je dis, bah attendez, quand même. Excusez-moi, mais on apprend ça en 6e, hein, 5e ou 4e, je sais pas. Donc, normalement, vous devriez savoir. Alors, quand vous le saurez, eh bien, d'abord, vous lirez le livre, parce qu'il n'avait toujours pas lu le livre. D'abord, vous lisez le livre, et ensuite, vous allez voir si oui ou non l'activité sexuelle est dirigée par les hormones. Et ensuite, on pourra en parler. Voilà, puis j'ai plus de nouvelles. Tant mieux, tant mieux. Donc, voilà, la réduction aussi de la distance ado-génitale. Les filles ont une distance entre le bas de l'anus et la vulve qui est petite. Les garçons, elle est plus grande. Et chez les garçons féminisés, elle est réduite. Les humains en péril, eh bien évidemment, on s'aperçoit que chez les hommes, il y a ce qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, à savoir une féminisation des caractères sexuels, une baisse de la testostérone, baisse des spermatozoïdes, malformation du pénis. C'est pas tous, hein, mais disons qu'il y a un lien. Malformation des testicules, cryptorchidie, et cancer du testicule et de la prostate. Chez les femmes, dysgénésie ovarienne, puberté précoce, cancer, donc sein, ovaire, utérus, masculinisation, déséquilibre testostérone, œstrogène, règles irrégulières et douloureuses, malformation des ovaires polykystiques, malformation de l'utérus, endométriose, et fertilité en baisse, voire augmentation de la stérilité. Donc les caractères sexuels secondaires masculins, bon, on les connaît, on va les passer vite en revue, hein. Mais donc le larynx, le sébum, la pilosité, le pénis, la production de spermatozoïdes, la prostate, le foie qui n'est pas pareil, les globules rouges qui ne sont pas les mêmes, les muscles qui sont différents, tout ça c'est dirigé par la testostérone. Si la testostérone est en baisse à cause des perturbateurs chimiques, eh bien vous avez tous ces caractères sexuels qui vont être émoussés, on va dire. Voilà. Et à droite, vous avez comportement et attirance sexuelle, qui sont liés aussi à la testostérone. Et là, vous avez à gauche donc les cryptorchidis qui sont en augmentation. Donc cryptorchidie, vous voyez, c'est le testicule qui reste en haut au lieu de descendre pendant la grossesse. Alors là, c'est pareil, il y a une augmentation, mais on ne le dit pas aux parents. Ce qui fait qu'il y a des parents qui ont des bébés qui peuvent naître avec un testicule qui n'est pas descendu. Mais il se peut que le testicule il descende plus tard. Mais personne n'explique aux parents que peut-être ça a un lien avec une éventuelle imprégnation chimique et que peut-être il faudrait faire attention à rechercher dans le mode de vie qu'est-ce qui pourrait expliquer une surintoxication chimique. Mais vu qu'on ne dit rien aux parents, ils ne risquent pas ensuite de modifier leur comportement pour leurs enfants futurs. Donc ça, c'est un peu de la non-assistance à personne en danger, parce qu'on ne veut rien leur dire. Ça ne veut pas dire que c'est très grave, parce que bon, les enfants, on peut les opérer, ça se fait souvent, il y a des opérations. Mais c'est dommage, alors qu'on peut prévenir les parents, qu'on ne leur dise pas. Moi, il y a pas longtemps, je faisais une interview, il y avait un des caméramans qui est venu me voir après, me dit oui, moi, mon enfant, effectivement, il est né avec un testicule qui n'était pas descendu. Je lui dis, il faut essayer de voir s'il n'y a pas un peu de contamination chimique et faire attention justement à le réduire pour la prochaine fois. Comme il voulait avoir d'autres enfants, il était bien content de le savoir. Bon, pareil pour l'hypospadia. Vous voyez, le méa urinaire, au lieu d'être au bout du pénis, il est au milieu, voire très très bas, parce que ça se rapproche du sexe féminin à cause de l'excès d'hormones féminines. Et à droite, vous avez la courbe de la concentration en spermatozoïdes.
Donc celle-là, elle est spectaculaire parce qu'en 1945, vous aviez 100 millions de spermatozoïdes par millilitre, alors qu'en 2025, vous en avez 70% de moins. Donc on est actuellement à moins de 25. Donc ça, c'est des chiffres. C'est pas du ressenti. Voilà. Et ça a été vérifié comment? Ça a été vérifié aussi par les Français. D'abord, c'était les Danois, des chercheurs danois qui avaient découvert ça. Les Français ne le croyaient pas. Les chercheurs français disent non, mais chez nous, c'est pas pareil. Alors, ils ont repris du sperme congelé. Ils ont pris le sperme congelé qu'il y avait dans les centres sécos. Les centres de sécos, c'est pour les couples qui ont des problèmes de fertilité. Donc, vous avez des banques de sperme où on garde du sperme. Donc, là, les chercheurs français, ils ont repris le sperme congelé et ils ont étudié le sperme et la concentration sur 40 ans et ils ont confirmé les découvertes des Danois. Et ils ont même vu, après, j'ai discuté avec eux, parce que j'ai fait des reportages avec eux, avec les chercheurs et tout, et même, il y en avait un qui était spécialiste des sécos, justement, il disait qu'il avait des agriculteurs, il pouvait voir quand les agriculteurs avaient traité leurs champs, rien qu'avec la concentration de spermatozoïdes qu'il leur faisait. Il lui fallait à peu près 3 semaines, donc il leur disait, vous avez traité votre champ il y a 3 semaines, et effectivement, c'était le cas. Donc pourquoi? Il y a pas mal aussi d'agriculteurs qui ont eu des problèmes de stérilité. Moi j'en connais. Ah voilà. Alors ça, c'était Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Tout le monde connaît ce slogan en gros. Et moi j'ai fait une blague, hein, c'est une blague, enfin, je me mets au même niveau que Simone de Beauvoir. Et je mets, on est femme ou homme avant même de naître. Parce qu'avant même de naître, on a déjà été exposé, ou non, aux perturbateurs chimiques. Bon, avant, moi, je croyais tout à fait ce que disait Simone de Beauvoir, hein, mais j'ai changé. Hein. Parce que là, vous avez ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il y a 10% des femmes qui sont touchées, avec des ovaires qui sont mal formés, des ovules qui n'arrivent pas à maturité ou qui arrivent trop à maturité et qui font des follicules, normalement c'est 6 à 12 follicules par mois et dans les ovaires polykystiques c'est jusqu'à 15 à 26. Donc effectivement d'abord c'est douloureux et ça n'empêche pas de procréer, hein, mais c'est mieux d'avoir des ovaires normaux. Sans stigmatiser qui que ce soit. Hein. L'endométriose pareil, 10% des femmes. Avant, on ne connaissait pas cette maladie, c'était inconnu. Comme par hasard, depuis qu'il y a plein de produits chimiques dans l'environnement, eh ben, il y a de l'endométriose. Voilà. L'endométriose, c'est quoi? Si vous regardez, à gauche, vous avez un utérus normal. À droite, vous avez des lésions un petit peu partout en taches de girafe. Vous voyez ces trucs noirs qu'on voit là? Et là, en bas, c'est 2 profils. Et 2 profils, vous voyez les dépôts qui se mettent un petit peu partout. Et donc, les Italiens sont très performants parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas faire de la boucherie. Il y a des chirurgiens, surtout en France, qui vont venir, qui vont dire, hop, allez, on enlève tout. Pas du tout. Il faut faire de la chirurgie délicate, où on enlève lésion par lésion. Et ça se guérit, et ça rétablit quand même le bien-être des femmes, parce que c'est extrêmement douloureux. Ce sont des cellules qui vont en fait réagir comme si c'était des cellules de l'intérieur de l'utérus, en réagissant au cycle hormonal de la femme. Donc elles vont se gonfler et se dégonfler au même rythme normalement que le cycle menstruel. Sauf que comme c'est pas dans l'utérus, ça peut être en dehors de l'utérus, ben ça fait très mal. Et c'est très dangereux. Mais ça peut effectivement se soigner, mais avec une chirurgie délicate. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on propose à ces femmes-là? Soit de tout enlever, soit de prendre des hormones chimiques, qui
vont soi-disant arranger ça, mais ça n'arrange rien du tout parce que les lésions vont rester. Bon, mais il y en a que ça me soulage. Mais franchement, donc je parle dans mon livre, je donne les références, je dis où se trouvent les cliniques les plus performantes, les Italiens ont montré ça, et qu'est-ce qu'ils ont montré? Que même, en fait, l'endométriose pouvait être initiée à l'âge fœtal, c'est-à-dire avant même d'être né. Et ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de... Ils ont fait une étude, et ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait beaucoup des... Ils ont fait une étude sur des fœtus avortés, où ils ont retrouvé à peu près 10% d'endométriose. Donc l'endométriose avait commencé avant. Mais elle peut se déclencher à la puberté, parce qu'à la puberté, il y aura la montée des hormones. Et souvent, il y a des femmes qui découvrent qu'elles ont de l'endométriose à la puberté, parce qu'il y a la montée hormonale. Donc l'INSERM dit qu'ils ne savent toujours pas, eux ils ne savent toujours pas. Bon. Le Distilbène avait quand même augmenté le risque d'endométriose de 80%. Donc c'est peut-être qu'il y a un lien. Le bisphénol A provoque une forme équivalente chez la souris. Les phtalates augmentent la sévérité de la maladie, les pesticides et les PCB déclenchent la maladie, et les dioxines provoquent une forme d'endométriose chez les singes. Voilà. Ils ont pris des singes, ils ont donné de la dioxine, ils ont vu qu'il y avait de l'endométriose. Donc voilà, donc là, il y a cause-effet. Et donc là, les maladies auxquelles on pense moins, en lien avec les hormonotoxiques. Donc, l'autisme, l'asthme, les allergies, le diabète, l'obésité, les dysfonctionnements de la thyroïde, les hépatites, les leucémies, les intestins irritables. Et donc, toutes ces maladies-là qui ont augmenté ces 40 dernières années, on les relie moins aux problèmes de perturbateurs endocriniens, mais peut-être qu'on ferait mieux de le faire. Voilà. Pourquoi? Parce que, regardez, la courbe de l'autisme. C'était 1 sur 5000, ça c'est la courbe américaine. Hein. C'était 1 sur 5000 enfants en 1975, c'est 1 sur 54 actuellement, et les derniers chiffres c'est 1 sur 36. Aux États-Unis. Bon. Alors, le ministre de la Santé actuel des États-Unis, qui s'appelle Kennedy, lui, il a dit, moi j'en fais vraiment mon cheval de bataille. C'est pas normal, il faut arrêter avec ça. C'est l'avenir de notre nation qui est en jeu. Heureusement qu'il est là pour le dire. Et donc, il a décidé qu'il y aurait une étude qui serait faite d'ici le mois de septembre. Et d'ici le mois de septembre, ils auront le résultat pour dire exactement pourquoi on est passé de 1 sur 10 000, et avant c'était 1 sur 0, à 1 sur 36 en l'espace de combien 20 et 20, 40, 50 ans. Bon, c'est pas normal. Alors au début, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, bah, c'est la faute des mères, évidemment. Toujours, hein. Bon, on sait ça, nous, les mères. Hein. Donc c'est la faute des mères, qui sont des mères froides, ou alors trop protectrices avec leurs enfants. Bon. Après, ils ont dit, tout ça c'est psychanalytique, évidemment. Ils ont dit, ah oui, mais c'est la faute des pères aussi. Voilà, alors ils ne sont pas épargnés non plus, mais c'est la faute des pères, ils pensent trop à leur carrière, c'est des pères froids et tout. Bon, tout ça, c'est la faute des parents. Voilà. C'est la faute des parents, c'est surtout pas la faute des produits chimiques, des pesticides, des médicaments ou des produits qu'on met dans les vaccins. Et qu'est-ce qu'on met dans les vaccins? Surtout chez les Américains, on met du mercure. Du mercure, pourquoi? Pour, en fait, faire de la conservation. Pour pas que ça s'abîme à l'intérieur. On met quoi? Du mercure. Bon, pourquoi? Parce que ça tue les bactéries, ça tue tout. Mais si ça tue les bactéries, si ça tue tout, c'est peut-être un problème aussi pour les humains. Et effectivement. Donc, on met du mercure dans les vaccins et on s'étonne qu'ensuite, on ait des problèmes d'autisme. Pourquoi? Et on met quoi en plus dans les vaccins? On met aussi de l'aluminium. Et on s'étonne qu'il y ait des problèmes d'autisme. Or, il y a des études qui ont montré, chez des cerveaux, après mortem, hein, post-mortem, les cerveaux d'autistes, qu'il y avait plus d'aluminium dans le cerveau des autistes que dans les autres.
Pareil pour le mercure. À un moment donné, les Américains, après avoir dit non, il n'y a aucun lien, ils ont quand même arrêté de mettre du mercure dans les vaccins, qui s'appelle le thiomersal. Et là, ils sont aperçus que le taux d'autisme a légèrement stagné. En tout cas, il a arrêté d'augmenter. Donc il y avait un lien entre le mercure et l'autisme. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas que de l'aluminium, du mercure, il y a aussi plein d'autres choses. Polysorbate et tutti quanti. Et surtout, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a eu une inflation des vaccins et ils sont passés de 1 à 76. Nous, depuis l'avènement de Macron, on est passé de 3 vaccins obligatoires à maintenant 12 vaccins obligatoires chez les bébés. Les Américains, ils vaccinent les bébés le premier jour de la naissance avec un vaccin hépatite B, alors qu'ils ne sont pas concernés, les bébés. Puisque l'hépatite B s'attrape quand on est un toxicomane ou quand on est prostituée professionnelle avec 15 000 clients par jour. Voilà. Donc les bébés n'attrapent pas l'hépatite B. Eh bien, les Américains vaccinent les bébés avec un vaccin qui est en plus recombinant, donc qui est OGM, le premier jour de la naissance. Donc, c'est pas étonnant. Donc, l'étude qui va être faite et qui va sortir en septembre avec Kennedy va montrer effectivement qu'il y a un lien, de toute façon ce ne sera pas une surprise, qu'il y a un lien entre les produits chimiques qu'on injecte au bébé et l'autisme. Donc, c'est pas très étonnant parce qu'on a déjà vu le même phénomène chez les moutons. Il y a un chercheur espagnol qui avait montré ça, que quand il vaccinait des moutons, il y avait eu le problème de la fièvre de la langue bleue, je crois. Ils avaient vacciné les moutons avec un produit avec beaucoup d'aluminium. Et les moutons qui avaient été vaccinés se mettaient à avoir des comportements autistiques. Comme les bébés, comme c'est dans les enfants autistes, c'est-à-dire commencer à se taper la tête contre les murs, commencer à être agité, commencer à être agressif, ne soutenez pas le regard, vous voyez, et les mêmes comportements avec l'aluminium. Donc on voit à droite, vous voyez, un neurone normal et un neurone d'enfant attardé. Tout ça pour dire qu'il y a un marqueur biologique à cela et que ce n'est pas psychanalytique ou les mamans qui n'ont pas été ou trop chaleureuses avec leur bébé. Mais on a culpabilisé les parents. Et à chaque fois, c'est un phénomène, comme tout à l'heure, on cherche en fait, à faire de la diversion. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire que c'est le produit chimique, alors on va chercher un coupable, un bouc émissaire. Alors tout à l'heure, pour les huîtres, on a vu que c'était les cyanobactéries ou n'importe quoi. Et bien là, pour l'autisme, on va dire, ah ben non, mais c'est pas les produits chimiques ni les médicaments. Hein. Non, 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 c'est la psychanalyse. C'est les mères, c'est le comportement. Voilà. À chaque fois, on cherche un bouc émissaire. Et là, on retrouve quelque part, souvent, la preuve du crime, c'est que vous trouvez parfois dans les tumeurs du sein, carrément les molécules de parabène, par exemple. Donc, on le retrouve. Quand vous avez souvent une tumeur, la tumeur, quelquefois, elle se forme autour d'un produit chimique. Donc, si vous retrouvez le produit chimique dans la tumeur, eh bien, il faut se poser la question de causalité entre la tumeur cancéreuse ou pas et le produit chimique. Or, là, il y a un professeur japonais qui vient de faire une conférence, je crois même qu'il n'était pas ministre ou vice-ministre de la Santé il y a un certain temps. Il vient d'avoir une tumeur cancéreuse de l'intestin dans laquelle il a retrouvé la spike du vaccin anti-Covid qu'il avait eu. Dans la tumeur, il l'a retrouvé. Et là, il vient de le publier. Et c'est pas le seul à avoir publié ça, parce qu'il y a les Américains qui ont aussi publié le fait que dans les tumeurs du côlon, ils avaient retrouvé des spikes vaccinales de l'injection anti-Covid à ARN messager modifié. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose peut-être à explorer là. Bon. Et voilà, alors, donc là je rappelle quand même que la pilule, c'est un perturbateur endocrinien par excellence, puisqu'il est même conçu pour ça.
Bon. Mais pas que ça, elle est classée cancérigène par l'OMS en 1998. Mais quels sont les médecins qui le disent aux jeunes filles et aux femmes à qui ils prescrivent la pilule? Si vous en connaissez, vous me prévenez, hein, parce que moi, il y a des médecins qui ont assisté à ma conférence, qui ont dit « Ah là, on va la coincer parce que je vais vérifier. » Et bien, il a vérifié, m'a rappelé, m'a dit bah, « Écoutez, j'ai vérifié, effectivement, vous avez raison. » Il ne croyait pas, parce que lui-même avait prescrit la pilule à tant de femmes. Il ne savait pas que ce qu'il prescrivait était officiellement classé cancérigène depuis 1998. Voilà. Or, vous vous souvenez du tollé que ça a fait quand il y a eu l'affaire c'était quoi Mediator. Non, récemment, le pesticide le pesticide qui vient d'être classé. Glyphosate, voilà, le glyphosate. Donc le glyphosate a été classé possiblement cancérigène. Ça fait toute une histoire. Oh mon Dieu, c'est possiblement cancérigène. Là, la pilule, elle est classée cancérigène certain depuis 1998. Mais qui est-ce qui en parle? Personne. Cancer de la thyroïde, multiplié par 9 depuis 1985. Incidence du cancer du sein, avec une légère baisse quand on a arrêté les traitements de la ménopause, qui étaient des traitements hormonaux. Diabète, multiplié par 3 en 20 ans, avec des expériences qui montrent que les souris non contaminées ont un foie sain et que les souris contaminées avec 6 pesticides à des doses faibles ont un foie gras prédiabétique. Et que les souris qui sont contaminées avec du distilbène à la naissance deviennent obèses. Donc, il y a le lien entre le distilbène, produit chimique donc hormonal, et l'obésité. L'asthme, multiplié par 5 en 50 ans. Ça, on le voit bien dans les classes partout. Et on s'aperçoit de quoi? Que les enfants non vaccinés sont en meilleure santé que les enfants vaccinés. Les enfants vaccinés ont 7 fois plus d'asthme et de bronchite chronique. Ils ont 2 fois plus de rhinite allergique et 2 fois plus d'eczéma. Alors, les 5 causes, selon un travail de la clinique d'immunologie sur les allergies épidémiques, qui explique en fait que cet accroissement donc, des problèmes d'allergie, d'asthme et compagnie, est dû en premier donc au vaccin dans la prime enfance, ensuite à l'utilisation des antibiotiques à large spectre, ensuite à l'utilisation accrue du paracétamol contre la fièvre, qui avait été utilisé pour remplacer l'aspirine et ses effets secondaires, ensuite à la sédentarisation et le développement des écrans, et à l'exposition accrue des allergènes dans les espaces intérieurs. Ça, c'est les 5 causes qui sont répertoriées par des études à peer review, c'est-à-dire revues par les pairs. Voilà, donc on s'aperçoit également qu'au moment du Covid, il y a une étude qui a montré que les personnes qui étaient le plus imprégnées en perfluoré, donc on a vu les perfluorés, étaient aussi ceux qui faisaient le plus de Covid sévère. C'est une étude qui l'a montré. Et là, j'ai mis les cartes. En haut, la carte de contamination au perfluoré. C'est des cartes officielles, vous voyez. C'est plutôt le nord de la France et l'est qui est le plus contaminé. Si vous regardez en bas à gauche, la carte du diabète, ressemble un peu. La carte des décès Covid, en bas, avril 2020, tout ça c'est des cartes officielles. C'est un peu pareil aussi. Et à droite, vous avez la carte de l'obésité. Alors ça, c'est juste une juxtaposition, mais à chacun après d'essayer de vérifier s'il peut y avoir un lien ou pas. Là, ce sont les nanoparticules lipidiques qui se retrouvent partout dans le corps, sont les nanoparticules
qui sont injectés avec les vaccins anti-Covid. Donc ce sont des vaccins ARN modifiés, messagers modifiés, une technologie qui n'a jamais été utilisée et qui n'a jamais été testée. Donc qui est très toxique, et on nous avait dit ça reste dans le bras, ça reste pas dans le bras, et ça va partout dans le corps. Et en particulier où? En particulier dans le foie, dans les surrénales, dans le cerveau, dans la thyroïde, mais aussi dans les ovaires et dans les testicules. Voilà. Donc, avec des répercussions inévitables sur la procréation. Ça, ce sont tous les troubles qui sont répertoriés à la suite de ces injections de ce produit expérimental. Voilà, je vous laisse si vous voulez faire une photo. Mais c'est dans le livre. Lequel? Celui-là. Vous avez tous ces dessins-là dans ce livre-là. Et tous les autres dessins sur les perturbateurs endocriniens sont tirés de ce livre-là, qui s'appelle Perturbateurs endocriniens. Tout ce qu'on ne vous dit pas, le grand désordre hormonal, aux éditions du Cherche-Midi. Et donc là, je vous explique juste la différence entre les vaccins classiques et les vaccins ARN modifiés. À gauche, vous avez les vaccins classiques. Les particules vaccinales sont extracellulaires, elles restent à l'extérieur des cellules. Alors que dans les vaccins ARN modifiés, les particules qui sont en fait des nanoparticules, donc encore plus petites que les particules des vaccins classiques, sont enrobées de gras pour rentrer dans la cellule et vont être des particules intracellulaires. Ce qui fait une énorme différence parce que le système immunitaire ne peut pas aller les chercher à l'intérieur de la cellule. Alors que les vaccins classiques, le système immunitaire va aller chercher à l'extérieur de la cellule. Avec l'ARN modifié, il ne peut pas aller à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, le système immunitaire, vous voyez, la nanoparticule, elle va rentrer dans la cellule, ça c'est la technologie telle qu'elle est expliquée. La nanoparticule, elle contient l'ARN et elle rentre dans la cellule grâce à son enveloppe de gras. Et puis là, l'ARN est transformé en protéine spike à travers les ribosomes. Et la protéine spike, ensuite, elle sort de la cellule ou elle reste fixée à la cellule. Et qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire qui va arriver, eh ben, il va trouver une cellule avec de la protéine spike. On lui a dit il faut attaquer la protéine spike, il va attaquer la cellule. Si c'est une cellule des ovaires, il va attaquer les ovaires. Si c'est une cellule du foie, il va attaquer le foie. Si c'est une cellule des surrénales, il va attaquer les surrénales. Du cerveau, il va attaquer les cellules du cerveau. Ça s'appelle de l'auto-immunité. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs beaucoup, un peu partout. Et alors, ces particules vaccinales intracellulaires, elles ont trois risques. Elles ont le risque des nanoparticules de lipides, toutes seules, même si on ne met pas d'ARN dedans, elles sont toxiques. Il y a le risque de l'ARN qui, lui, a été modifié, et donc, quelquefois, il est mal lu par les cellules, donc il fait des protéines folles, comme dans la vache folle. Et quelquefois, il est bien lu, malheureusement, et il fait la protéine spike. Sauf que la protéine spike, elle est toxique aussi. Donc, vous vous retrouvez avec un triple risque de cette technologie expérimentale. Et le résultat, c'est quoi? C'est énormément de troubles, on a vu tout à l'heure, et en particulier ces espèces de caillots blancs, comme des calamars, qui sont dans les veines, dans les artères aussi, et qui, effectivement, à un moment donné, bloquent la circulation sanguine. Il n'y a plus de circulation sanguine, et c'est la mort, tout simplement. Et les embaumeurs ont trouvé énormément de ces caillots blancs quand ils font
leur embaumement dans les corps, dans les cadavres, et ils ont trouvé ça depuis les injections avec la nouvelle technologie ARN modifiée. Ils ont trouvé également que dans les fioles, il y avait une contamination avec de l'ADN, voilà, alors que normalement c'est de l'ARN, c'est supposé ne pas rentrer dans le noyau, donc ne pas s'intégrer au génome. Sauf que les chercheurs qui ont analysé, ils ont trouvé une contamination avec de l'ADN. Alors là, c'est plus pareil, parce que l'ADN, il peut s'intégrer au noyau, il peut changer le génome. Bon, et non seulement ça, mais ils ont trouvé aussi que dans cet ADN du vaccin, il y avait des particules de SV40 qui sont d'un virus de singe, qui avait contaminé les vaccins de la polio dans les années 50. Et qui se retrouvent là maintenant dans ces fioles-là, parce que depuis, le virus de singe SV40 sert dans les expériences biologiques, hein, dans les laboratoires biologiques. Il sert à quoi en fait le SV40, quand vous demandez aux biologistes, hein, il sert pourquoi? Parce que c'est un promoteur du cancer. Il permet à n'importe quelle molécule de rentrer dans le noyau, donc de s'intégrer à l'ADN et de faire des cancers. Donc, que fait cette séquence de SV40 singe simien 40 dans des fioles supposées lutter contre le Covid? Voilà, alors ça c'est ce que posent comme question les chercheurs, entre autres américains, et ils ont bien raison, parce que c'est cancérigène, tout bêtement. Voilà, et il se trouve qu'on assiste en plus à une explosion des turbocancers. Alors, l'ARN génétiquement modifié, donc on va passer. Ça, c'est le fait que dans les statistiques anglaises, eh bien, on s'aperçoit que les gens qui sont vaccinés, les jeunes, hein, on n'est pas chez les vieux, là, on est 18-39 ans, eh bien, ceux qui sont vaccinés meurent plus que les non-vaccinés. Voilà. Quand il y a 65% de jeunes qui sont vaccinés, eh bien, ils constituent 78% des morts de la même classe d'âge. Alors que s'il n'y avait pas d'effet, ils feraient 65% des morts de la même classe d'âge. Mais en revanche, ceux qui sont non vaccinés sont 30% de la classe d'âge, mais 17% des morts de cette même classe d'âge. Donc sont moins morts que les autres. Ça, c'est au niveau statistique. Et ça, bon, malheureusement, je ne vais pas m'étaler non plus, mais c'est aussi ce qu'on appelle des vaccins hormonaux, des vaccins anti-hormones qui sont utilisés pour la castration chimique des porcs et qui étaient un brevet Pfizer. Voilà. Et je rappelle, pour finir, qu'en 1976, on avait interrompu en catastrophe une campagne vaccinale avec 26 décès, alors qu'actuellement, avec la campagne anti-Covid, on est à plus de 36 000 décès, entre 36 000 et 17 millions, et que les campagnes continuent. Voilà, et je termine sur cette citation d'Albert Schweitzer, qui était un médecin prix Nobel de la paix en 1952. « L'homme peut à peine reconnaître les mots qu'il a créés de ses mains. » Alors voilà, ça c'est une petite allégorie. Vous avez un bocal avec des poissons sains. Arrive un produit chimique, les poissons sont malades. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie le bocal ou on vaccine les poissons? Merci pour votre attention. Oui, donc c'est le temps de quelques questions. Donc voilà, c'est Guy qui va faire circuler le micro. Alors je précise que je n'ai pas caressé le chat. Donc je peux faire circuler le micro. Blandine, c'est toi? Ah là, je ne sais pas s'il a caressé un chat. Oui, alors c'est pas une question, mais pour commencer, je voudrais dire que le livre qui est à l'écran là, je vous le recommande vraiment chaudement. Moi, j'en ai lu énormément, mais c'est clairement le meilleur.
Là, il faut offrir ça à tous ceux qui ont bien senti qu'il y avait des trucs bizarres, mais sans vraiment comprendre ce qui passait. Et avec ça, ils ne peuvent plus ne pas comprendre. Parce que c'est très 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 bien expliqué depuis l'origine et même avant l'origine, jusqu'à la fin, donc le vaccin. Chapitre par chapitre, vous avez des explications qui sont très claires, tout est très bien documenté, avec des résumés, des schémas. Enfin, c'est le livre dont on rêvait. Donc vraiment, absolument à lire et à recommander à tout le monde. Merci beaucoup. On ne se connaît pas, mais merci beaucoup. Si, on se connaît, Blandine d'Amour. On s'est vu l'année dernière, mais j'ai changé de coiffure. Je vais vous embaucher comme attaché de presse, c'est formidable. Avec plaisir. Et par contre, Corinne, alors ce que je trouve qui serait bien de faire, en plus de celui-là, je suis en train de proposer de vous donner du boulot supplémentaire, c'est de faire une sorte de Corona Circus pour les nuls. Alors on ne mettrait pas ce titre-là, hein, parce que ça pourrait être vexant, mais dans l'esprit de la collection des nuls, vous voyez la collection des nuls, oui. qui est quand même toujours assez bien faite, objectivement. Faire un petit appendice le plus petit possible, qui soit lisible par le plus grand nombre possible, une sorte de résumé pour résumer. Ce serait vraiment, à mon avis, à faire maintenant, avant qu'ils nous envoient la suivante. Ah oui, bon, c'est dans les tuyaux. Oui, c'est dans les tuyaux. D'ailleurs, c'est ma deuxième question. Est-ce que vous avez des news sur le traité OMS? Oui. Le temps de parole est écoulé. Ça y est, il est terrible. Bon, je passe. Oui, merci pour l'idée. Bon, je suis un peu fatiguée là, parce que le bouquin fallait le sortir, hein, avec toutes les références, tout ce que j'ai fait. Bon, j'ai lu en plus tous les articles scientifiques dont j'ai parlé, donc et puis après il fallait retrouver l'endroit où j'avais lu telle information, donc c'est quand même énormément de travail. Donc là, je vais d'abord essayer de le vendre, et après c'est beaucoup de boulot, je le confirme. Alors le traité pandémie, j'ai passé l'après-midi d'hier dessus. J'avais déjà fait une conférence sur les traités pandémie OMS l'année dernière, et l'année dernière le traité pandémie n'avait pas été adopté par l'assemblée annuelle de l'OMS, et il y avait des gens qui s'étaient réjouis en disant on a gagné, c'est formidable et tout. Moi j'avais dit pas du tout, on perd rien pour l'attendre, vous allez voir, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Et effectivement, c'est ce qu'on voit, ils ne lâchent pas l'affaire. Et ce traité pandémie est extrêmement grave. Il est effectivement très dangereux. Pour l'instant, il y a une annexe qui n'a pas été adoptée, qui concerne les produits, en fait c'est la ruée vers l'or biologique, donc qui va constituer une nouvelle rente. La nouvelle rente, ce sera l'or biologique, c'est-à-dire posséder les séquençages des virus ou des bactéries qu'ils désigneront comme des boucs émissaires et contre lesquels, bien sûr, il faudra se vacciner, prendre les tests, et c'est eux qui vont gagner l'argent. Et en plus de ça, ils pourront aussi continuer avec des vaccins extrêmement toxiques et mettre ce qu'ils veulent dedans. Voilà. Donc ce traité est extrêmement dangereux. Il faut le lire. Alors c'est pas facile non plus. Il faut lire aussi les différentes moutures, parce qu'on s'aperçoit qu'entre la mouture de l'année dernière et la nouvelle mouture, il y a simplement des aspects qui ont été juste édulcorés parce qu'ils faisaient peur. Donc par exemple, on voyait qu'ils voulaient porter atteinte à l'autonomie et à la souveraineté des nations. Donc là, qu'est-ce qu'ils mettent? En appendice, ils mettent surtout, on ne veut pas porter atteinte aux nations, on ne veut pas porter atteinte à l'autonomie, ne vous inquiétez pas pour la souveraineté des nations. D'accord? Ça, c'est juste en appendice, c'est pas dans les articles. Parce que dans les articles, ce qui est prévu concrètement, c'est de dire, est-ce que vous êtes d'accord pour nous faire un chèque en blanc à nous, l'OMS? Donc si vous signez le chèque en blanc, l'OMS se chargera de le remplir. En gros, c'est ça qui est décidé.
Donc l'OMS décidera ensuite ce qu'elle met dans cet accord, ce qu'elle va appeler un accord cadre, c'est un traité pandémique, mais en réalité ce sera un accord cadre, c'est-à-dire que vous faites le chèque en blanc et l'OMS mettra ce qu'elle voudra. C'est la technique du pied dans la porte. J'ai lancé un petit quiz sur X, sur Twitter, en disant, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de nécessaire dans ce traité par rapport au règlement sanitaire international qui, lui, a été modifié l'année dernière? Pourquoi ils sont obligés de faire 2 instruments juridiques? Voilà, alors le quiz, il est en route. J'ai vu que la réponse, c'était le 1er juin. Bah, la réponse, c'est pas la réponse, c'est moi ce que j'aurais compris. Voilà, le 1er juin, je dirais ce que j'ai compris de la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas se contenter de juste modifier le règlement sanitaire international et pourquoi ils voulaient aussi faire un traité pandémique. Parce que c'est la question. L'année dernière, ils ont pris le règlement sanitaire international qui existait déjà, ils l'ont renforcé, ils l'ont rendu encore plus sévère et ils ont donné encore plus de pouvoir à l'OMS contre les nations. Et malgré tout cela, ils feront aussi un traité pandémique qui sera un accord cadre et qui va donner plus de pouvoir à l'OMS, mais de façon pérenne. D'où l'importance du Corona Circus pour les nuls, pour que les gens comprennent maintenant. Oui. Oui, bonsoir et merci pour cette brillante analyse. Moi, j'avais une petite question par rapport au cumul des perturbateurs. Est-ce qu'il suffit simplement de se protéger, d'arrêter d'être le moins exposé possible pour que ça redescende le niveau qu'on avait avant, que ça redescende tranquillement, qu'on retrouve une meilleure santé, ou est-ce que ça ne s'élimine pas, c'est un polluant éternel et qu'on va le garder de toute façon? Merci. Ben non, la bonne nouvelle, c'est que oui, ça s'élimine. D'ailleurs, tous les jours, on en élimine. Hein. Alors, tout ce qui, comme c'est issu du pétrole et que ça a une forme plutôt lipidique, il va y avoir une attirance pour les lipides. Donc, ça va se stocker dans les graisses. Donc, effectivement, si vous faites un régime amaigrissant et que vous perdez des graisses, vous allez dans un premier temps, effectivement, les toxiques qui étaient, mais tous les toxiques qui étaient séquestrés dans la graisse vont être libérés dans le sang et vous risquez d'avoir provisoirement une espèce d'effet toxique sur le corps, mais après, quand vous éliminez, eh ben c'est mieux, bien sûr c'est mieux. C'est pas là ad vitam aeternam. Ça peut s'éliminer, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. On a une question ici, un petit peu. Alors, il y a une question ici avant. C'est possible? Bonsoir, merci. Ça va un petit peu dans le sens de la question qui a été posée. C'est quels sont les moyens non chimiques, biologiques, qui peuvent accentuer la purge? Ah, alors là, peut-être qu'il y a des gens plus qualifiés que moi, docteur Peset. Triste, oui. Bon, en fait, il y a eu le problème du Covid long et puis de la toxicité des produits vaccinaux. Ah bon. Donc, il y a, sur Internet, vous avez un site américain, enfin, je ne l'ai pas amené avec moi, mais où on vous donne le mode d'emploi pour se détoxifier. Et en fait, le moyen le plus naturel pour aller chercher au plus profond du corps tous ces polluants, c'est l'autophagie. Je ne sais pas si vous connaissez l'autophagie, mais on est tous détenteurs de ce moyen naturel, l'autophagie. Alors, le moyen le plus efficace, c'est le jeûne. Hein, depuis Hippocrate, hein, ça a toujours été le jeûne. Et c'est mis comme numéro 1 pour nettoyer son corps. Donc, c'est un bon moyen pour aller chercher au plus profond tous les toxiques. Hein. Protéines spike, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus les cochonneries même que vous ne connaissez pas. Voilà. Alors bon, ça ne veut pas dire que vous allez être complètement à neuf après un jeûne, c'est pas vrai.
Non, mais c'est une des façons de se protéger des toxiques. Or, le problème des toxiques, comme dit Corinne, perturbateurs endocriniens, ben, vous regardez dans la pièce, il n'y a rien, il n'y a pas de flèche qui vous l'indique où il y en a, et on ne sait pas ce qu'on mange. On a du mal aujourd'hui encore à savoir ce qu'on mange. Alors, bon, quand on ne sait pas ce qu'on a mangé, on sait aussi qu'on peut éliminer. Voilà, donc, une des façons, maintenant j'en suis archi convaincu, hein, je termine ma carrière, j'ai commencé ma carrière comme de nutrition à l'hôpital Bichat. J'étais un des premiers médecins en France à faire de la nutrition, et j'ai découvert le jeûne seulement une fois que je suis à la retraite. Bon, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Il y a aussi le professeur Seralini qui a écrit plusieurs bouquins sur la détoxification. Il a fait aussi des découvertes intéressantes. Donc là, effectivement, c'est une question très très importante. Et heureusement, il y a des solutions. Mais c'est vrai aussi qu'il faudrait peut-être rassembler ces solutions pour qu'on en parle un peu plus. Surtout, je pense aux victimes des vaccins qui là, ont vraiment des séquelles graves. Il faut vraiment leur donner des outils maintenant pour essayer de se remettre. Ouais. Bonsoir. Moi j'ai une question. Vous avez côtoyé sur TF1, France 2, de nombreux journalistes. Je suis au fond là. Et en fait aujourd'hui vous sortez des livres et j'aimerais savoir un peu le lien que vous avez encore avec la presse classique et puis comment vous faites pour avoir peut-être des liens avec des anciens journalistes que vous côtoyez toujours peut-être. Et est-ce qu'eux, ils sont complètement hypocrites? Ils savent tout ce que vous dites, ils se protègent eux-mêmes dans leur vie personnelle? Ou est-ce qu'ils ne savent pas? J'aimerais bien que... parce que franchement, quand on est sur des réseaux alternatifs, on voit un peu tout ce que vous dites, et puis on se dit, mais comment ils peuvent encore nous dire tout ça après tant d'années? Écoutez, de toute façon, peut-être qu'ils n'y vont pas non plus sur les mêmes réseaux que nous, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'effet de silo, qui fait que nous, on est informés, mais on est informés en silo, et que eux, ils sont dans d'autres silos, et quelquefois, ils ne savent même pas ce que nous, on dit. Mais on n'a pas idée, même, à quel point ils sont ignorants. Bon, au point que je regardais la semaine dernière David Pujadas, qui est un ancien collègue à moi, que j'ai eu comme stagiaire, donc je le connais depuis très longtemps. Eh bien, il disait, 5 ans après, on découvre, avec un rapport allemand, que le virus serait peut-être artificiel. 5 ans après. Bon, j'ai fait un tweet en disant, mais cher David, tu peux lire mon livre si tu veux. Bon. 5 ans après. Bon. Il fait semblant de le découvrir. Il n'est pas bête du tout, David Pujadas, je le connais depuis longtemps. Bon. Eh bien, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui savent, il y a des gens aussi qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Tant que j'étais à TF1, j'ai toujours dit ce que je pensais. Donc ils me connaissent très bien, on est en très bons termes. Je suis partie en bons termes. Donc je ne vais pas non plus critiquer, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais ce que je peux dire, c'est que tant que j'étais à TF1, j'ai toujours dit ce que je pensais. Quand je parlais de l'autisme, en disant il y a un lien entre l'autisme et les produits chimiques, on ne voulait pas me croire dans mon propre service. On me disait mais non, c'est psychanalytique. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. Bon, mais j'ai pu néanmoins pendant des années apporter des informations à chaque fois, même sur les vaccins et même sur l'aluminium dans les vaccins. Il y a 10 ans, avant 2020, donc en 2009-2010, j'ai fait un reportage sur les mensonges de l'OMS pendant la grippe H1N1. Donc c'était des choses qui pouvaient encore passer. Je ne dis pas que c'était facile, mais il fallait déjà avoir proposé ça, qu'on l'accepte, voilà, qu'on veuille bien m'envoyer en Suisse, à l'OMS, tout ça, et finalement, bon, fallait se battre. Je ne dis pas qu'il fallait pas se battre, mais tout le monde n'était pas de mon avis, mais heureusement. Mais bon, à TF1, moi on était 2 au début à s'occuper d'environnement parce qu'ils n'en avaient rien à faire. Bon, et petit à petit, l'environnement est devenu à la mode, et à la fin,
bah, y a d'autres personnes qui s'en occupaient, au point même qu'ils me disaient, bah, toi, écoute, tu peux pas t'occuper d'autre chose. Je dis, bah, c'est bien, je vais faire la santé. Faire la santé-environnement. Plutôt que de faire l'environnement-santé, je vais faire santé-environnement. Donc, petit à petit, les mentalités évoluent. Ce n'est pas pour rien si l'environnement est devenu une préoccupation de société, mais comme c'est devenu une préoccupation de société, ça a été récupéré pour faire du greenwashing. Et bien, mais ça veut dire quand même que ça a pénétré dans la société. Mais maintenant, ils font du greenwashing, et maintenant, ils font du détournement et du sabotage de l'environnement au nom de l'environnement. Quand ils vous mettent des éoliennes partout, c'est débile. Quand ils vous mettent même des panneaux solaires, c'est débile. Alors qu'au contraire, une éolienne individuelle, ça peut être intéressant. Un panneau solaire individuel, ça peut être intéressant. Peut-être pas sur le toit de la maison, peut-être à côté plutôt. Parce que c'est pas génial sur le toit de la maison. Mais toutes ces idées d'environnement ont été sabotées. Alors, parce que justement, elles perfusaient dans la société. Donc on voit que la société elle évolue, les gens ils sont conscients de l'environnement, et malheureusement maintenant ils voient aussi qu'ils ont de moins en moins prise sur leur nourriture, sur les ingrédients qu'il y a dans la nourriture, et encore plus sur les médicaments et sur les injections, et quand ils ne sont pas d'accord, on les force. Voilà. Donc effectivement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que les gens ils prennent conscience, et le vrai combat, il est le combat de l'information. Et c'est pas pour rien si la principale préoccupation de l'OMS et de tous les oligarques, c'est la lutte contre la liberté d'expression. Voilà. Donc c'est la lutte, ils l'ont annoncé, ils ont dit que cette année, ils vont lutter. Pourquoi le ministère de la Santé en France commence à faire une espèce de ministère de la vérité en allant chercher tous les fact-checkers qui se sont trompés depuis 5 ans. Voilà. Quant à mes anciens collègues de TF1, il y en a que je continue à côtoyer, on discute, ils sont persuadés ou pas persuadés de ce que je dis, bon, comme ça a toujours été comme ça, donc moi ça ne me surprend pas, et il y en a d'autres que je fréquente plus, donc et puis voilà, c'est tout. Bon, un grand merci Corinne pour justement diffuser l'information qui nous manque beaucoup, et qui nous manque de façon générale dans les médias. Vraiment, comme tu l'as dit, pour moi c'est le combat de l'information, et c'est pour ça qu'on organise des soirées aussi, des conférences comme celle-ci, pour que l'information circule, et parlez-en autour de vous, diffusez les livres de Corinne. Et vraiment, c'est un travail gigantesque que Corinne fait, et qui est vraiment une base fondamentale pour nous en tant que, j'aime pas le mot résistant, mais enfin en tant que quelqu'un qui cherche en conscience ce qui se passe réellement. Et puis c'est un moyen aussi de faire que tout le monde puisse comprendre réellement ce qui s'est passé depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et les perturbateurs endocriniens, ils sont pas récents. Un grand merci, on croit qu'on peut l'applaudir très fort. Merci à vous de m'avoir invité. Merci au collectif Santé Vosges de m'avoir invité. Ce n'est pas fini. 2 moments importants. Le premier, si vous avez apporté votre livre de Corinne, vous pouvez obtenir une dédicace dans la salle à côté, donc avant de partir. Si, un deuxième moment aussi important, précieux, le dimanche 22 juin, il y aura le grand pique-nique du collectif Santé Vosges, où Corinne Allot sera présente. Merci. Elle pourra dédicacer aussi ses livres, parce qu'elle en apportera sur son dernier livre, parce que celui-ci, elle tient vraiment, puis elle a raison. Donc, fausse pandémie et vrai mensonge. Il y aura aussi présent Patrice Peset. Il y aura aussi présent Aminou Mille qui se cache là-bas dans le petit coin. Il y aura présent aussi Michel Procureur, un ORL de Fontenay-le-Comte, qui aussi est passé devant le Conseil de l'Ordre des médecins, et d'autres invités aussi, dont on n'a pas encore une réponse définitive.
mais peut-être Pierre Chaillot par exemple. Voilà, donc on sera ravis d'avoir tout ce monde-là avec nous, donc venez au collectif, donc au pique-nique du collectif, ce sera vraiment une très belle journée, on espère le soleil aussi. Voilà, donc très bonne soirée à vous, bon retour chez vous. Faites attention aux perturbateurs endocriniens de votre chambre ce soir. J'espère que vous allez bien dormir. Et on vous dit à bientôt. Ah oui, un petit mot aussi. Si vous pouvez mettre une petite obole dans la caisse qui est à la sortie, ça serait vraiment pour couvrir les frais aussi d'organisation de toute cette soirée. Voilà, merci beaucoup.